Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 23 novembre. À la une de cette édition, troisième jour de grève consécutif pour les avocats au barreau de Mayotte. Les Gilets jaunes ne sont pas les seuls à exprimer leur colère en France. La majorité des barreaux du pays sont mobilisés pour dénoncer le projet de réforme de la justice dans sa forme actuelle. Alors que le texte est toujours en examen à l'Assemblée, les avocats ne lâchent rien. Dans la matinée, le ton est d'ailleurs monté au TGI du département en raison de la tenue d'une audience à la cour d'assises, malgré l'absence, pour cause de grève, de l'avocat de la partie civile. Le point dans ce sujet signé Leslie Vimenet. Mercredi, le barreau de Mayotte a décidé pour la seconde semaine consécutive de s'associer au mouvement de grève nationale contre la réforme de la justice. Cette fois, les avocats ont opté pour non pas 1, mais 3 jours de mobilisation. Ce matin, ils ont d'ailleurs fait valoir leur droit de grève suite à une audience devant se tenir à la cour d'assises. Le Conseil de l'ordre et l'Assemblée générale des avocats de Mayotte a décidé de soutenir ce mouvement entièrement, notamment par des actions concrètes comme ce matin, en décidant de ne pas intervenir à la cour d'assises et aussi en empêchant que se tienne la cour d'assises ce matin, parce qu'à un moment donné, il était question que l'audience se tienne, notamment parce qu'il y a une avocate extérieure qui est intervenue et qui, elle, n'acceptait pas qu'on ait ce mouvement. Une avocate inscrite au barreau de Lyon est arrivée sur le territoire le 19 novembre dernier dans le cadre de ce procès. 2 jours plus tard, la grève a repris, mais cette dernière a dans un premier temps convaincu la cour de maintenir l'audience malgré l'absence de l'avocat de la partie civile. S'en est suivi un incident, puisque les avocats grévistes sont entrés dans la salle d'audience pour empêcher que ce procès se tienne dans ces conditions. La Cour est passée outre la mesure de grève qui était décidée et a décidé elle-même de faire droit à la demande de l'avocat de la défense qui, lui, a fait valoir le fait qu'il a quitté la métropole pour venir à Mayotte assister son client et qu'il n'était pas question pour lui de ne pas pouvoir l'assister. Une fois à l'extérieur, nous avons estimé qu'il n'était pas question qu'une cour d'assises puisse se tenir en l'absence de la victime qui était dans la salle mais qui n'était pas assistée d'un avocat. Et une fois de plus, pour une deuxième fois, l'avocat général s'est levé et a soutenu la demande de renvoi. La cour a finalement admis qu'elle ne pouvait tenir audience dans la sérénité. L'affaire a donc été renvoyée. Demain, les permanences vont reprendre et les avocats espèrent que ce week-end permettra au gouvernement de faire marche arrière et de reporter ce projet de réforme. On garde toujours espoir puisqu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui, eux aussi, sont contre. Il faut vraiment que l'examen de ce projet de loi soit reporté et qu'on donne encore la possibilité, la chance aux acteurs, à ceux qui sont sur le terrain, sachant que les magistrats, eux, ils sont tenus par leur devoir de réserve, ils ne peuvent pas s'exprimer, mais ils ont donné leur soutien, ils l'ont exprimé d'une façon ou d'une autre aux avocats, et ce sont les avocats aujourd'hui qui se font porte-parole de aussi bien des citoyens que des magistrats contre ce projet de loi qui est totalement inique. Plusieurs barreaux de France ont d'ores et déjà annoncé une reconduction de la grève. À Mayotte, le Conseil de l'ordre doit se réunir lundi matin. Ses membres décideront ou non de convoquer l'Assemblée générale du barreau, seule à même de décider de la suite à donner à ce mouvement. Comme évoqué précédemment, cette grève des barreaux de France est quelque peu éclipsée par celle des Gilets jaunes. À ce titre, la crise se poursuit sur le département voisin de La Réunion. Hier, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a assuré que des opérations de déblocage sont en cours et qu'elles vont se poursuivre avec fermeté. Face à la situation et après l'envoi de renforts de 3 pelotons de gendarmerie mahorais en début de semaine, 38 policiers en poste à Mayotte ont été démobilisés et sont arrivés hier à La Réunion. Pour Daniel Zaidani, ce n'est pas raisonnable de déshabiller Mayotte pour habiller La Réunion au regard de la délinquance au sein de notre département, d'autant que le mouvement des Gilets jaunes aurait selon lui toute sa place à Mayotte. De facto, je porte le gilet jaune parce que cette question de vie chère nous exaspère tous au quotidien. Mais sur le territoire de Mayotte, nous avons tellement de difficultés que nous sommes obligés d'aller par grade. Regardez par exemple la question sur le carburant. Aujourd'hui, la grande majorité des citoyens se déplacent du nord ou du sud pour venir se concentrer sur Mamoudzou. C'est
par mois 400 € de carburant que nos concitoyens utilisent. C'est ça la réalité. Mais pour autant, vous n'avez pas entendu un seul Mahorais broncher sur cette question parce que son quotidien fait que il se pose la question comment il va nourrir sa famille, il se pose la question comment il va faire pour payer ses impôts, il se pose la question comment il va faire pour pouvoir joindre les deux bouts, terminer la fin du mois. C'est pour dire que nous ne pouvons pas simplement s'arrêter sur cette question. La question sur le carburant, je rappelle également qu'elle avait été posée l'année dernière, au mois d'août, lorsqu'il y a eu la grève à Total. Donc toutes ces questions, nous les Mahorais, nous sommes précurseurs sur toutes ces questions. Malheureusement, à chaque fois que nous les présentons devant l'État, avant même que ça explose ici ou là, on ne nous comprend pas, on ne nous écoute pas, alors que finalement nous sommes totalement dans le vrai. On poursuit cette édition avec l'INSEE qui vient de dévoiler un panorama économique et social de Mayotte qui se veut une synthèse de l'ensemble des productions réalisées par l'Institut ces dernières années. L'occasion de prendre connaissance des chiffres à retenir en matière de situation démographique, de logement ou encore d'emploi et de formation au sein du département le plus pauvre de France. L'occasion également pour l'INSEE de réexpliquer ces méthodes qui sont, selon le directeur à Mayotte, indiscutables. Un sujet signé Amina Ariti et Daniel Nderagakoa. Permettre aux acteurs publics d'avoir l'ensemble des informations nécessaires à leur bon fonctionnement, tel était l'objectif de la présentation faite hier par l'INSEE. Une présentation qui s'articule autour de 4 grandes thématiques, à savoir la démographie, l'économie, l'emploi, la formation ou encore le logement. Si tous ces points relèvent d'une grande importance, la question démographique et plus précisément celle du recensement reste tout de même au cœur des discussions. À tel point que les chiffres avancés par l'INSEE sont souvent discutés, ce que regrette Jamel Mekawi. Pour pouvoir discuter, répondre et même convaincre, argumenter, il faut se mettre sur le même niveau technique. C'est des sujets techniques qui nécessitent une discussion de techniciens. Mais il y a une telle force populaire de discussion sur le fait qu'il y a 500 000, 600 000, 400 000 habitants que parfois ça reprend un peu la main sur les arguments techniques. Les 2 grands messages à retenir en matière de démographie sont ainsi une population jeune et une part d'étrangers plutôt élevée. S'agissant d'économie, l'étude révèle une position très particulière du 101e département, en ce sens qu'il est qualifié de pauvre parmi les riches et de riche parmi les pauvres. En effet, lorsque l'on regarde le PIB par habitant, Mayotte est 3,6 fois plus pauvre que la métropole et 2 fois plus que les autres DOM. En revanche, comparé aux îles qui l'entourent, Mayotte est plus riche, 13 fois plus que les Comores et 24 fois plus que Madagascar. Quand on dit ça, ça explique un peu tout. Ça explique pourquoi il y a la migration. Et pourquoi il y a ce sentiment aussi de déshérence ou bien de désœuvrement par rapport aux critères de la République. Donc on est pauvre parmi la France, donc c'est question de convergence des économies, des droits sociaux et tout ce qu'on évoque régulièrement. Et en même temps, on est entouré, ce qui est quand même pas anodin pour un territoire comme Mayotte, on est entouré parmi les pays les plus pauvres du monde. Autre point soulevé par l'étude, celui de l'économie informelle, plus clairement celle qui échappe à la fiscalité. Pour arriver aux chiffres annoncés, l'INSEE a dû faire appel à une méthode utilisée dans les pays en voie de développement, et ce, grâce au concours de collaborateurs malgaches plus aguerris en la matière. On a une étude spécifique sur l'économie informelle, d'ailleurs c'est une vraie singularité parce qu'on le fait nulle part ailleurs, qui nous a permis de dire que 2 tiers des entreprises étaient dans le secteur informel, mais créaient uniquement 9% des richesses. Donc on avait qualifié cette économie essentiellement économie de subsistance. D'accord. On a des éléments, des ratios économiques assez précis. Autre élément non exhaustif évoqué dans cette étude, le volume et le sens des flux migratoires ou encore l'état des lieux en matière de logement. Autant d'éléments sur lesquels les autorités pourront se baser pour mettre en place les politiques publiques à venir, sachant que d'autres études doivent également paraître dans les semaines et mois à venir. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 23 novembre. Mercredi, le maire de Mamoudzou, Mohamed Majani, a été reconnu coupable des faits d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics et a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Contrairement à ce que le parquet préconisait, les juges n'ont pas prononcé d'inéligibilité. Cependant, la loi numéro 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique renforce l'exigence de probité des candidats aux élections politiques en permettant d'écarter des fonctions électives les personnes qui, par les infractions qu'elles ont commises, ne remplissent plus les conditions de moralité essentielles à l'exercice d'un mandat public. Cela signifie que même si l'inéligibilité n'a pas été prononcée par les magistrats du siège, la loi s'applique de manière automatique. Le premier édile de Mamoudzou est donc condamné à une inéligibilité de 5 ans et ne peut plus se représenter à un scrutin avant le 21 novembre 2023.
Il possède ainsi 10 jours pour interjeter appel de la décision en première instance s'il souhaite à nouveau se présenter aux élections municipales de 2021. Hier matin, la maire de Chirongui et le préfet de Mayotte ont signé une convention de coordination entre la police municipale de la ville de Chirongui et les forces de sécurité de l'État. La cérémonie a eu lieu en présence notamment du procureur de la République, du colonel de gendarmerie de Mayotte, du capitaine Chamassi ou encore du chef de la police municipale de Chirongui. Signée pour une durée de 3 ans, cette convention vise à rassurer par le développement de la proximité, lutter contre les nuisances diverses, la délinquance, le trafic de stupéfiants ou encore l'immigration illégale. Elle tente également à assurer la sécurité routière et prévenir les violences scolaires. Cela va se traduire par des patrouilles et des opérations de prévention conjointes, échange d'informations, des réunions périodiques avec les forces de l'ordre, services et élus. Selon la commune, ce partenariat permet notamment d'adopter une méthodologie opérationnelle commune. Depuis plusieurs semaines, les contrôles du comité opérationnel départemental antifraude se multiplient. Lundi, une opération visant une supérette a eu lieu dans le quartier de la Vigie à Pamandzi. Sous l'égide du CODAF, le groupe rassemblant 15 personnes et composé des inspecteurs de la DIECT, de la DAF ou encore de la gendarmerie a relevé plusieurs infractions à l'encontre du propriétaire de l'établissement. Ce dernier est accusé de dissimulation d'activités, construction sans permis de construire, vente de produits périmés, non-étiquetage de la marchandise ou encore absence de prix. En tout, ce sont près de 20 kg de marchandises avariées ou périmées et potentiellement dangereuses pour les consommateurs qui ont immédiatement été détruites. Les services de l'État affirment que d'autres opérations du même type auront lieu sur l'ensemble de l'île. On termine cette édition avec le colloque sur les violences sexuelles faites aux femmes qui avait lieu ce matin à la MJC de Mgombani. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, médecins, autorités compétentes, associations et autres intervenants se sont réunis pour informer et sensibiliser le public sur ces violences qui ont lieu dans la sphère publique comme privée et familiale. La culture du viol reste prégnante sur l'île, entre arrangements entre familles de victimes et agresseurs, peur du qu'en dira-t-on et traumatisme. Les femmes sont encore trop nombreuses à se murer dans le silence. Quel accompagnement pour ces victimes? Comment inciter les femmes à oser des poursuites pénales? Marion Tellier tente de répondre à ces questions. Les violences sexuelles faites aux femmes, un sujet qui ne quitte pas le débat public. Si les services d'enquête estiment une tendance générale quant à l'étendue de ce phénomène, ils se trouvent encore bien loin de la réalité. Sur l'île, les faits ayant fait l'objet d'un dépôt de plainte seraient encore largement minoritaires. On est quand même aujourd'hui dans la société mahoraise sur un certain nombre de traditions, un certain nombre de coutumes. Et aujourd'hui, c'est vrai que une des grandes difficultés, c'est que les personnes, les femmes qui sont victimes de ces agressions sexuelles n'osent pas. Elles ont peur de venir dénoncer ces faits. On est plutôt sur un système d'arrangement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur un système de conciliation où il ne faut pas dire trop fort les choses, il ne faut pas dire très haut les choses, surtout quand ces agressions ont eu lieu dans le cercle familial ou dans le voisinage. Celles qui décident de s'opposer à cette culture du viol en allant porter plainte ne sont parfois pas au bout de leur peine. Elles témoignent d'un manque de sensibilité des gendarmes et policiers, ou pire, du refus de leur dépôt de plainte. C'est vrai que la grande difficulté, c'est lorsque les personnes se présentent en commissariat ou en gendarmerie et lorsqu'on les invite à se présenter dans un autre lieu pour pouvoir déposer plainte, en expliquant que le lieu qui serait le plus approprié à accueillir le dépôt de plainte serait celui sur lequel a été commis l'infraction. Le procureur de Mayotte dénonce ces refus et rappelle que toute plainte doit être entendue et saisie par les services de gendarmerie ou de police, quel que soit le lieu de cette saisie. Ce matin, à l'occasion du colloque sur les violences faites aux femmes, il a souhaité insister sur la nécessité d'encourager les victimes à dénoncer ces agressions. Plus globalement, ce que l'on doit améliorer, c'est l'accompagnement des victimes depuis le dépôt de la plainte, d'abord en suscitant les plaintes, en les poussant à déposer plainte, en les accueillant dans des conditions correctes et surtout en faisant en sorte que les victimes soient tout au long de la procédure accompagnées avec de l'information
avec, j'espère, des moyens, notamment quand il y a des questions de logement, des questions matérielles. Il faut qu'il y ait des structures et le travail des associations est très important dans ce contexte. Si des dispositifs répressifs existent pour protéger les victimes de leurs agresseurs, une fois la procédure juridique engagée, l'arsenal pénal ne peut à lui seul traiter toute la question sociale de ces violences sexuelles. Un travail d'éducation en amont reste primordial. Quand la justice intervient, c'est que le mal est déjà fait. Quand la police intervient, ça veut dire que les violences ont déjà été commises. On fait de la répression, mais il faudrait plus encore. Par de l'éducation, c'est le travail dans les écoles, c'est la question du rapport homme-femme, très clairement, qui est posée en matière de violences sexuelles. On a également un dispositif légal qu'on n'a pas encore expérimenté, ce sont les stages. Il y a des stages pour les conjoints violents qui doivent être mis en place. Nous lancerons très rapidement une étude des faisabilités. Différents professionnels sont ce matin intervenus dans ce colloque organisé à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour l'ACFAV, le constat est sans équivoque. Une augmentation des accueils de victimes d'agressions sexuelles a pu être constatée. Augmentation du nombre d'agressions ou de dénonciations des faits, il est pour l'heure impossible de donner une traduction officielle de ce constat. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bon week-end et à lundi.